Tout le monde se trompe sur l'argent et ça pourrait vous coûter cher. À l'instant même où vous regardez cette vidéo, l'once d'argent est affichée à 98 $, à quelques centimes d'un seuil que beaucoup jugent déjà irrationnel. Dans le même temps, l'or s'échange autour de 49,43, avec la possibilité de franchir un nouveau record aujourd'hui. Et voici la contradiction totale. Plus ces chiffres montent sous vos yeux, plus une partie du marché affirme que tout est fini, que le sommet est là, que ceux qui achètent maintenant arrivent trop tard. Si vous acceptez cette idée, alors la seule chose logique à faire serait d'attendre le retournement. Mais si cette idée est fausse, attendre devient précisément l'erreur qui vous enferme hors du mouvement. Ce que je vais vous montrer n'est pas une promesse de prix ni un scénario spectaculaire. C'est la raison pour laquelle des investisseurs regardent exactement les mêmes chiffres et prennent des décisions radicalement opposées. Et surtout, le détail précis qui révèle pourquoi cette histoire n'est pas en train de se terminer, mais de changer de vitesse. Restez avec moi parce que la façon dont ce récit est présenté cache quelque chose d'essentiel. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas simplement une hausse de prix, c'est un test de perception. Officiellement, le récit dominant est simple. L'argent était à 20 $, personne n'en voulait. Il est maintenant proche de 100 $, tout le monde en parle. Et donc, pour beaucoup, la conclusion est automatique. Le mouvement serait déjà trop avancé. On cite même cette phrase devenue virale. Les gens qui n'ont pas acheté à 20 $ achètent maintenant à 93 en espérant 500 $ l'once d'ici fin 2026. Présentée comme ça, l'histoire ressemble à une classique exubérance tardive. Mais regardez de plus près. Cette situation n'arrive pas dans le vide. Elle s'inscrit dans un schéma qui s'est déjà produit, où les premiers mouvements paraissent modestes, presque ennuyeux, et où l'accélération arrive précisément quand la majorité commence à douter. La vraie question n'est donc pas « est-ce que le prix est élevé ?» La vraie question est beaucoup plus dérangeante. Et si ce que vous voyez aujourd'hui ressemblait davantage au milieu d'un cycle qu'à sa fin? Et si le sentiment de trop tard était exactement le signal que quelque chose de plus grand est en train de se mettre en place? Voici l'affirmation centrale que beaucoup refusent d'entendre. Ce mouvement n'obéit pas aux règles des actions. Et ce n'est pas une opinion, c'est observable. Dans le contenu que vous avez sous les yeux, une phrase résume parfaitement le malentendu « Investor psychology is wild ». Cette remarque accompagne l'idée que l'argent serait déjà dans un blow-off top, alors même que son prix vient à peine de toucher 99,90 $. Le détail concret est là. Ceux qui critiquent aujourd'hui comparent ce marché à des actions classiques. Or, le narrateur le dit explicitement. Dans les actions, « the biggest move comes early », puis les rendements diminuent avec le temps. Microsoft, Oracle, Cisco, Johnson & Johnson, Walmart, Coca-Cola, même Berkshire Hathaway suivent tout ce schéma. Mais ici, quelque chose cloche. Ce qui est appliqué comme une évidence ne correspond pas à l'actif observé. Et maintenant, remarquez ce qui manque totalement dans cette critique. Aucune référence au fonctionnement historique des métaux monétaires eux-mêmes. Pas un mot sur leur dynamique propre. Et quand un raisonnement ignore précisément ce qui rend un actif unique, il ne décrit plus la réalité. Il projette une illusion. Et c'est là que la situation commence à se tendre. À partir de là, tout s'accélère et presque personne ne le remarque parce que ce qui était autrefois considéré comme exceptionnel devient soudain normal. Voir l'argent passer de 20 à presque 100 $ en quelques années devrait déclencher des alarmes structurelles. Pourtant, le débat public se limite à une question psychologique. Est-ce que les investisseurs deviennent fous? Mais ce cadrage masque l'essentiel. Dans le contenu que vous avez vu, un précédent est clairement évoqué, le marché haussier des métaux précieux des années 1970. À l'époque, la progression ne s'est pas calmée avec le temps. Elle s'est intensifiée, les rendements ont augmenté à mesure que le cycle avançait, avec des phases de pause, puis des reprises encore plus violentes. Et regardez ce qui se produit aujourd'hui. Les rendements montent, il y a un léger repli, puis il monte plus vite encore. Le narrateur montre même un graphique volontairement non mis à jour pour révéler cette accélération.
Ce qui devrait sembler anormal devient progressivement accepté. Des hausses à 2 chiffres par an cessent d'étonner. Et quand une anomalie devient une habitude, ce n'est pas la fin d'un cycle. C'est souvent le moment où il commence à changer de forme. Et cette normalisation prépare quelque chose de bien plus dérangeant. Voici maintenant le point qui fait basculer toute la lecture parce que l'évidence devient impossible à ignorer. Dans le contenu, un chiffre précis est donné presque comme un détail technique, mais il change tout. À la fin de 2025, l'or termine l'année avec environ 64 % de hausse et l'argent avec 146 %. Ce n'est pas une projection, ce sont des résultats constatés. Et pourtant, souvenez-vous du discours dominant au début de cette même année. Prudence, essoufflement, sommet proche. Les mots disaient ralentissement. Les chiffres racontent accélération. La contradiction est totale. Plus troublant encore, le graphique présenté avait été construit à mi-2025 en projetant simplement la première moitié de l'année. Et ce qui s'est produit ensuite a dépassé cette projection. La deuxième moitié a fait mieux que la première. C'est précisément ce que l'on n'est pas censé voir dans un marché mature. Et maintenant, laissez cette phrase s'installer. Si le mouvement était réellement en train de mourir, les rendements ne deviendraient pas plus violent à mesure que le temps passe. Cette dynamique force une relecture complète. Ce que beaucoup appellent excès ressemble de plus en plus à une phase où les règles habituelles cessent de fonctionner. Et quand les règles cassent, la suite devient impossible à prévoir avec les anciens réflexes. Et c'est là que les pressions se superposent, presque trop vite pour être confortables. D'abord, l'accélération elle-même, une première moitié de 2025 forte, puis une seconde moitié encore plus violente, au point de pousser l'argent à 146 % sur l'année. Ensuite, l'anticipation explicite de 2026, le narrateur dit s'attendre à des rendements encore plus élevés l'an prochain, non pas parce que quelque chose de nouveau apparaît, mais parce que les plus gros mouvements arrivent vers la fin. Et enfin, le déplacement du débat public. Au lieu de discuter des mécanismes, on se réfugie derrière la psychologie. On parle d'euphorie, de folie, de blow-off top. 3 éléments empilés sans pause. Vitesse, projection, déni. Tout se resserre en même temps. Les chiffres montent plus vite que les explications et les explications deviennent plus faibles à mesure que les chiffres s'imposent. Ce n'est pas un événement isolé. C'est une dynamique qui prend de la masse pendant que le récit dominant perd le contrôle. Et quand un marché avance plus vite que la capacité collective à l'expliquer, une question devient inévitable. What happens if this continues? À ce stade, il faut arrêter de parler en abstraction parce que ce mouvement vous touche déjà, même si vous ne détenez pas une seule once d'argent. Si vous êtes payé en monnaie, si vous épargnez, si vous essayez simplement de préserver ce que vous avez gagné, alors ce réajustement vous concerne directement. Quand l'argent passe de 20 à presque 100 $, ce n'est pas seulement un graphique qui monte. C'est un signal que quelque chose se détériore ailleurs. Le narrateur le dit sans détour à travers un exemple simple. S'il ne croit plus à la valeur du dollar, il choisira toujours une once d'argent plutôt que 100 $, puis plutôt que 200, puis plutôt que 300. Ce raisonnement n'est pas idéologique, il est vécu. Et c'est exactement ce que font des millions de personnes sans le formuler ainsi. Elles cherchent une sortie silencieuse. Pour vous, cela se traduit par des prix qui semblent ne jamais redescendre, par une impression que l'argent ne suffit plus, par le sentiment que rester immobile est plus risqué que bouger. Si cette sensation vous est familière, dites-le dans les commentaires, parce que ce malaise diffus n'est pas individuel, il est collectif. Et comprendre pourquoi il se propage aussi vite nous amène au cœur du mécanisme. Une fois qu'on retire l'émotion, le mécanisme apparaît presque froidement logique. Les métaux monétaires ne montent pas parce que quelqu'un les rend plus productifs. Ils montent parce que la confiance se déplace. Le contenu le formule clairement. Les entreprises voient leur valeur évoluer avec l'efficacité, l'organisation, le temps. Les métaux, eux, évoluent avec la confiance, la peur, la crédibilité. Ce détail change tout. Une action progresse à la vitesse humaine, lente, coordonnée, limitée.
Un métal monétaire se réévalue à la vitesse de la prise de conscience collective. Dès que suffisamment de personnes doutent des institutions ou de la monnaie, la revalorisation peut être brutale. Ce n'est pas un vote. Ce n'est pas un consensus, c'est un basculement silencieux. Et c'est pour cela que ce type de mouvement surprend toujours. Il ne dépend pas d'une annonce officielle, mais d'un seuil mental franchi presque simultanément. Les médias regardent les prix. Les systèmes réagissent aux prix. Mais la cause réelle se situe ailleurs, dans ce moment précis où la croyance dominante commence à se fissurer. Et une fois cette fissure ouverte, la suite ne se décide plus lentement. À partir de là, deux trajectoires commencent à se dessiner et aucune n'est confortable. La première est celle que beaucoup espèrent, un apaisement. Les prix se stabilisent, la confiance revient progressivement et l'argent cesse d'être perçu comme une urgence. Dans ce scénario, ceux qui parlent aujourd'hui de sommet auront l'impression d'avoir eu raison. Mais l'autre trajectoire est déjà suggérée par les chiffres évoqués plus tôt. Si la dynamique de fin de cycle se répète, si le schéma des années 1970 se rejoue même partiellement, alors le mouvement ne ralentit pas, il s'intensifie. Le narrateur pose explicitement l'hypothèse appliquée à aujourd'hui le même type de rendement que lors du précédent marché haussier. Pas une extrapolation fantaisiste, une simple répétition historique. Et dans ce cas, le débat ne porte plus sur est-ce que 100 $ est trop cher, mais sur la vitesse à laquelle les repères sautent. L'incertitude est totale, mais la pression, elle, est directionnelle. Quelque chose est déjà en train de se former et la prochaine décision collective pourrait arriver plus vite que prévu. Voici l'idée clé à retenir, celle qui recompose toute l'histoire en une seule ligne. Le prix de l'argent n'est pas en train de monter. Il est en train d'être redéfini. Ce que beaucoup interprètent comme un excès ressemble, vu sous un autre angle, à un ajustement tardif. Les chiffres, les précédents, la vitesse, tout pointe vers un même phénomène. Ce marché ne réagit pas à l'enthousiasme, il réagit à la perte de repères. Et quand un actif devient un refuge mental plutôt qu'un simple investissement, les anciens plafonds cessent d'avoir du sens. La vraie question n'est donc pas jusqu'où ça peut aller, mais combien de temps le récit dominant peut encore tenir? Parce que lorsque la majorité comprend ce qui est déjà visible dans les données, le mouvement est souvent bien avancé. Et ce que vous venez de voir n'est qu'une couche du sujet. La suite dépendra de ce que le marché reconnaîtra en premier, un sommet ou un changement de régime. Si vous voulez suivre cette évolution en temps réel et comprendre ce qui se joue derrière les chiffres, abonnez-vous. Ce cycle est loin d'avoir livré toutes ses réponses. Et surtout, le détail précis qui révèle pourquoi cette histoire n'est pas en train de se terminer, mais de changer de vitesse. Restez avec moi parce que la façon dont ce récit est présenté cache quelque chose d'essentiel.